Un meurtre sera commis le par Agatha Christie. 1. Un meurtre sera commis le. Tous les matins entre 7h30 et 8h30, sauf le dimanche, Johnny Butt faisait à vélo la tournée du village de Chipping Cleghorn. Pédalant en danseuse et sifflant comme un forcené, il mettait pied à terre devant chaque boîte aux lettres, le temps d'y jeter les journaux commandés par les détenteurs d'édites boîtes à M. Totman, le papetier libraire de la Grand-Rue. C'est ainsi qu'il déposait le Times et le Daily Graphic chez le colonel Easterbrook et Madame, le Times et le Daily Worker chez Mrs. Sweetenham, le Daily Telegraph et le News Chronicle chez Miss Inchleaf et Miss Murgatroyd, et le Telegraph, le Times et le Daily Mail chez Miss Blacklock. Tous les vendredis que Dieu fait, il distribuait en outre à ces mêmes adresses, comme d'ailleurs dans la majorité des foyers de Chipping Cleghorn, la North Bentham News and Chipping Cleghorn Gazette, plus connue sous le nom de la Gazette. Ainsi, tous les vendredis matins, après avoir parcouru la une de leur quotidien, dégradation de la situation internationale, réunion aujourd'hui même de l'ONU en session extraordinaire, des chiens policiers sur la trace du tortionnaire de la dactylo violentée, fermeture de 3 mines au pays de Galles, 23 morts par intoxication alimentaire dans un palace de la côte, etc. La plupart des habitants de Chipping Cleghorn se ruaient-ils sur la Gazette où ils pouvaient se délecter des dernières nouvelles locales. Après un rapide coup d'œil au courrier des lecteurs, où petite haine et grande passion de la vie rurale se donnaient libre cours, 9 abonnés sur 10 se penchaient sur la rubrique des petites annonces. C'est là que se trouvaient regroupés, pêle-mêle, objets à vendre ou à acheter, appels désespérés de maîtresses de maison en quête d'aide ménagère, ainsi que les sempiternelles rubriques ayant trait aux chiens, volailles, outils de jardinage et autres sujets d'intérêt majeur pour les membres de la petite communauté. Ce vendredi 29 octobre ne dérogeait pas à la règle. Repoussant les coquettes boucles grises qui lui tombaient sur le front, Mrs. Sweetenham ouvrit le Times. Elle jeta un regard désabusé sur la page de gauche du feuillet central et se dit que, si tant est qu'il y ait eu la moindre nouvelle palpitante, le Times était, comme d'habitude, parvenu à la rendre insipide et sans saveur. Elle parcourut ensuite le carnet du jour, en s'attardant sur la rubrique nécrologique. Puis, estimant son devoir accompli, elle mit le Times de côté pour se jeter à corps perdu sur la Gazette de Chipping Cleghorn. Quand son fils Edmund vint la rejoindre à la salle à manger quelques instants plus tard, elle était déjà plongée dans les petites annonces. « Bonjour, mon chéri, » dit Mrs. Sweetenham. « Les Smedley vendent leur Daimler, 1935. Ça ne rajeunit personne. » Son fils émit un grognement et s'attabla après s'être versé une tasse de café et servi 2 filets de hareng. Puis il ouvrit le Daily Worker qu'il appuya contre le porte-toast. « Chiot, boule, mastif » lut Mrs. Sweetenham à voix haute. « On se demande comment les gens arrivent encore à nourrir de tels molosses à notre époque. C'est vrai, ça. Tiens, Célina Lawrence est de nouveau à la recherche d'une cuisinière. Si elle m'avait demandé mon avis, je lui aurais dit que passer une petite annonce par les temps qui courent est une perte de temps. Par-dessus le marché, elle ne mentionne pas son adresse, seulement une boîte postale. Ça, c'est l'erreur fatale, c'est moi qui te le dis. Les domestiques tiennent à savoir où ils mettent les pieds. Ils aiment que les gens donnent une adresse. Prothèse dentaire. J'aimerais bien savoir pourquoi les dentiers remportent autant de succès. Prix imbattable. Bulbe premier choix. Notre sélection spéciale. Ça, ce n'est pas cher du tout. Une jeune fille cherche un poste intéressant. Et se dit prête à voyager. Ben voyons. Qui ne le serait? Teckels. Personnellement, je n'ai jamais raffolé des teckels. Pas parce que ce sont des chiens allemands, non. Tout ça, c'est du passé. Mais je n'en raffole pas.
C'est tout. Oui, Mrs. Finch. La porte venait de s'ouvrir, livrant passage à la tête et au buste d'une femme d'aspect rébarbatif, coiffée d'un vieux béret de velours. « Jour, madame. Je peux débarrasser ?»« Pas encore, Mrs. Finch. Nous n'avons pas terminé, » répondit Mrs. Swettenham. « Enfin, pas tout à fait, » ajouta-t-elle d'un ton mielleux. Jetant un regard insistant sur Edmund et son journal, Mrs. Finch fit entendre un grommellement de mauvais augure et se retira. « Je viens à peine de commencer, » protesta Edmund. « J'aimerais bien que tu ne lises pas cet horrible Daily Worker, Edmund. C'est un journal de gauche, et Mrs. Finch n'aime pas ça du tout. Je ne vois pas en quoi mes opinions politiques la regardent. Si encore tu étais prolétaire. Si tu étais un ouvrier, poursuivit Mrs. Swettenham, mais tu ne travailles même pas. C'est archi faux, s'indigna son fils. Je suis en train d'écrire un roman. Je parlais d'un vrai travail. Et de toute façon, mieux vaut ne pas contrarier Mrs. Finch. Si elle nous prenait en grippe et qu'elle nous laisse tomber, qui trouverions-nous pour la remplacer ? Tu passerais une annonce dans la Gazette, répliqua Edmund avec un sourire ironique. Je viens de te dire que ça ne servait à rien. De nos jours, à moins d'avoir une vieille gouvernante fidèle, prête à faire la cuisine et disposée à abattre toute la sale besogne, on est purement et simplement perdu. Eh bien, prenons une vieille gouvernante fidèle. Je n'en ai jamais eu. Tu t'es montré avec moi d'une négligence coupable. Où avais-tu donc la tête quand tu m'as élevé ? Tu avais une Aya, chérie. C'est quand même le comble de l'imprévoyance, marmonna Edmund. Mrs. Swettenham s'était replongée dans sa lecture. Vent tondeuse à gazon, peu servi. Voyons un peu. Miséricorde, si tu voyais ce prix. Encore des teckels. Te supplie écrire ou téléphoner. Choupinette au désespoir. Les sobriquets dont les gens peuvent s'affubler. Cocker. Tu te souviens de notre adorable Suzy, Edmund ? Il ne lui manquait que la parole. Elle comprenait tout. À vendre, buffet Sheraton, authentique, meuble de famille. Contactez Mrs. Lucas d'Ayas Hall. Quelle menteuse celle-là. Sheraton, mon œil, oui. Mrs. Swettenham fronça le nez d'un air dégoûté, puis reprit son énumération. Amour chéri, c'est un malentendu. À toi pour la vie, vendredi comme d'habitude, J. J'imagine qu'il s'agit d'une querelle d'amoureux. Ou bien tu crois que c'est un message codé entre cambrioleurs ? Encore des teckels. Vraiment, les gens sont devenus fous à tous élever des teckels. Il existe tout de même d'autres races de chiens. Ton oncle Simon élevait des Manchester terriers. D'adorables petites bêtes. Moi, que veux-tu, j'aime les chiens qui ont des pattes. Cause départ pour l'étranger, dame vend tailleur bleu marine. Ni taille ni prix. Un mariage sera célèbre. Non, un meurtre. Quoi ? Alors ça, par exemple, Edmund, écoute un peu ça. Un meurtre sera commis à Little Paddocks le vendredi 29 octobre à 18h30 très précise. Strictement réservé aux intimes. Cet avis tiendra lieu de faire part. Non mais, a-t-on jamais rien vu de pareil, Edmund ? Qu'est-ce que tu racontes ? S'enquit Edmund en levant le nez de son journal. Le vendredi 29 octobre, mais c'est aujourd'hui. Fais voir, dit son fils en lui ôtant la gazette des mains. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Demanda Mrs. Swettenham, dont la curiosité était piquée au vif. Edmund se frotta le nez, songeur. Ça doit être une réception. Une murder party ? Un truc dans ce goût-là. Ah, tu crois ? Fit sa mère, sceptique. Tu m'avoueras que c'est une curieuse façon de procéder. Mettre ça dans les petites annonces. Ça ne ressemble guère à Laetitia Blacklock. Moi qui l'avais toujours prise pour une femme sensée. Elle y a probablement été poussée par ces deux jeunes, m'as-tu vu, qu'elle héberge. Elle nous prend un peu de cours. C'est aujourd'hui. Tu crois que nous sommes censés y aller ? Cet avis tiendra lieu de faire part. Ça dit bien ce que ça veut dire, non ? Fit observer Edmund.
Eh bien, je te signale que je désapprouve ces invitations nouveau genre, déclara Mrs. Swettenham d'un ton ferme. C'est ton droit, maman, mais personne ne t'oblige non plus à t'y précipiter. C'est exact. Un silence pesant s'instaura, que Mrs. Swettenham ne tarda pas à rompre. Edmond, est-ce que tu tiens vraiment à manger ce dernier toast? J'osais espérer qu'il était plus important que je puisse me nourrir à ma faim que de permettre à cette vieille peau de débarrasser. Chut, elle pourrait t'entendre. Comment se passe une murder party? Je ne sais pas au juste. On vous épingle des bouts de papier ou Dieu sait quoi. Non, les bouts de papier, je crois qu'on les tire d'un chapeau. Le sort désigne celui qui sera la victime et celui qui sera le détective. Et puis, après ça, on éteint les lumières et quelqu'un te tape sur l'épaule. Alors, tu pousses un cri et tu t'allonges par terre en faisant semblant d'être morte. Ça m'a l'air amusant comme tout. C'est sûrement d'un ennui mortel. Moi, je n'y vais pas. Ne sois pas grotesque, Edmond, répliqua Mrs. Swettenham d'un ton ferme. J'y vais, et tu m'accompagneras. Ce sera comme ça et pas autrement. Non, mais écoute un peu ça, Archie, roucoula Mrs. Easterbrook à l'intention de son mari. Fort occupé à vilipender un article du Times, le colonel Easterbrook n'était pas en état de lui prêter grande attention. Le problème, avec ces types-là, c'est qu'il n'y en a pas un qui sache quoi que ce soit sur l'Inde. Ils n'y connaissent rien, rigoureusement rien. Je sais, chérie, je sais. S'ils y avaient vécu comme moi, ils n'écriraient pas des inepties pareilles. Oui, je sais, mais je t'en prie, écoute ça, Archie. Un meurtre sera commis à Little Paddocks le vendredi 29 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui, à 18h30 très précise, strictement réservé aux intimes. Cet avis tiendra lieu de faire part. Elle se tut, triomphante. Le colonel lui adressa un regard plein d'indulgence, mais où ne brillait pas la moindre lueur d'intérêt. « Murder party », décréta-t-il. « Ah ?» ?»« Sans plus. »« Note que quand c'est bien organisé, ajouta-t-il en se redressant un tantinet, ça peut être amusant. Mais il faut que tout soit planifié par quelqu'un qui connaît les ficelles. On tire au sort, un des participants est l'assassin, mais personne ne sait qui. Extinction des feux. L'assassin choisit sa victime, laquelle victime doit compter jusqu'à 20 avant de pousser un cri. Sur quoi, le détective désigné par le sort entre en lice. Il interroge tout le monde. Il demande aux gens où ils étaient, ce qu'ils faisaient, et il essaie de prendre l'assassin en défaut. Oui, c'est un jeu qui a ses vertus, à condition que le détective connaisse le b.a.-ba des enquêtes criminelles. Comme toi, Archie. Tu as eu tellement d'énigmes intéressantes à résoudre au cours de ta carrière. Le colonel Easterbrook lui sourit avec indulgence et rectifia la courbe conquérante de sa moustache. « Tu n'as pas tort, Laura, » répondit-il en bombant quelque peu le torse. « Je pourrais sans problème en apprendre pas mal à des tas de gens sur la question. » Miss Blacklock aurait dû te demander de l'aider à organiser cette soirée. « Bah, grommela le colonel, elle a ce petit morveux, celui qui vit chez elle. Je parie que cette lubie vient de lui. Un de ses neveux, je crois. Quand même bizarre, cette idée de fourrer ça dans le journal. » C'était dans les petites annonces. Tu te rends compte? Nous aurions très bien pu ne pas les lire. J'imagine qu'il s'agit vraiment d'une invitation. Qu'est-ce que tu en penses, Archie? Drôle d'invitation. En tout cas, je vais te dire une bonne chose. Qu'il ne compte pas sur moi. Oh, Archie, bêla Mrs. Easterbrook. Je ne suis pas de ceux que l'on convoque au débeauté. Pour autant qu'il le sache, je pourrais très bien être pris ce soir. « Mais tu ne l'es pas, chérie, » répondit sa femme de sa voix la plus persuasive. « Je t'assure, Archie, qu'il faut que tu y ailles. Ne serait-ce que pour aider Miss Blacklock. Je suis sûre qu'elle compte sur ton concours pour que ce soit une réussite. C'est vrai, tu en sais si long sur la façon de mener une enquête policière. Sa soirée sera un échec si tu n'y vas pas pour lui prêter main forte. Après tout, il faut entretenir des relations de bon voisinage.
Ayant dit, Mrs. Easterbrook pencha de côté sa tête de fausse blonde et ouvrit tout grand ses yeux pervenches. Évidemment, vu sous cet angle, Laura... Le colonel tortilla d'Herchef sa moustache grisonnante, prit un air important et adressa un regard plein d'indulgence à sa froufroutante épouse. Mrs. Easterbrook avait 30 ans de moins que lui au bas mot. « Vu sous cet angle, répéta-t-il. « Je crois sincèrement que c'est ton devoir, Archie, dit solennellement Mrs. Easterbrook. La gazette de Chipping Cleghorn avait également été déposée aux Boulders, 3 cottages pittoresques réunis en un seul et qu'occupaient Miss Hinchleaf et Miss Murgatroyd. Hinch, qu'est-ce qui se passe, Murgatroyd? Où es-tu fourré? Au poulailler. Oh, se frayant avec précaution un chemin dans l'herbe mouillée, Miss Amy Murgatroyd rejoignit son amie. Cette dernière, affublée d'un pantalon de velours côtelé et d'une veste de treillis, était en train de jeter des poignées de compléments alimentaires dans un chaudron au fumet peu ragoûtant où cuisaient des épluchures de pommes de terre et des trognons de choux. Elle tourna la tête. Elle avait le cheveu court et le teint hâlé. Ronde et joviale, Miss Murgatroyd portait, quant à elle, une jupe de tweed à carreaux et un tricot d'un bleu intense qui avait connu des jours meilleurs. Ses boucles grises étaient passablement mal coiffées. « Dans la gazette, haleta-t-elle, écoute un peu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Un meurtre sera commis à Little Paddocks le vendredi 29 octobre à 18h30 très précise, strictement réservé aux intimes. Cet avis tiendra lieu de faire part. » Elle se tut, essoufflée, et attendit le verdict de son énergique compagne. « C'est idiot, » décréta Miss Hinchleaf. « Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, c'est un vers en perspective. Tu crois qu'il s'agit d'un genre d'invitation? On verra bien en déboulant sur place, trancha Miss Hinchleaf. Ce sera du mauvais chéri, c'est couru d'avance. Tu ne devrais pas rester dans l'herbe jusqu'aux chevilles, Murgatroyd. Tu es en pantoufles et elles vont être trempées. Miss Murgatroyd baissa les yeux d'un air piteux. « Oh, mon Dieu ! Au fait, combien d'œufs aujourd'hui? 7. Cette satanée poule a encore envie de couver. Il faut que je l'enferme. » C'est une drôle de façon de présenter les choses, tu ne trouves pas? Demanda Amy Murgatroyd, revenant à l'annonce parue dans la gazette. Sa voix avait pris des intonations rêveuses. Mais son amie, âme mieux trempée et esprit plus terre à terre, s'efforçait de neutraliser la volaille récalcitrante, et ce n'était pas une petite annonce, si énigmatique soit-elle, qui allait la détourner de son objectif. Pataugeant dans la boue et le fumier, elle fondit sur une poule au plumage hérissé. Un concert de caquettements indignés s'ensuivit. « Des canards, tant qu'on voudra !» tonnitrua Miss Hinchleaf. « C'est beaucoup moins de soucis. »« Ouh, épatant !» s'extasia Mrs. Harmon. En digne épouse de pasteur, elle s'empressa de faire partager la cause de son émerveillement à son époux, le révérend Julian Harmon, qui prenait son petit déjeuner en face d'elle. « Il va y avoir un meurtre chez Miss Blacklock. »« Un meurtre ?» s'étonna son époux. « Quand ça ?»« Cet après-midi, ou plutôt ce soir, à 18h30. »« Oh, quelle déveine, mon chéri, c'est justement l'heure de votre cours de catéchisme. Ce n'est vraiment pas de chance, vous qui aimez tant les meurtres. »« Mais enfin, Bunch Maboufi, que me racontez-vous là ?» C'est à ces aimables rondeurs que Mrs. Harmon devait ce surnom, qui avait très vite remplacé son prénom de Diana. « Tenez, dit-elle en tendant le journal à son mari, entre les pianos d'occasion et les dentiers hors d'usage. » Voilà une annonce tout à fait inhabituelle, en effet. « N'est-ce pas ?» reprit gaiement son épouse. « Je n'aurais jamais cru que Miss Blacklock s'intéressait aux histoires de meurtre et aux jeux macabres. Ce sont les petits Simons qui lui auront mis cette idée-là dans la tête. Encore que je sois surprise que Julia Simons ne se trouve pas ça du dernier mauvais goût. Enfin, c'est comme ça.
et je suis navrée que vous ne puissiez pas y aller, mon chéri. Moi, en tout cas, je vais m'y précipiter, et je vous raconterai tout, même si c'est un peu de la confiture au cochon en ce qui me concerne, parce que je ne raffole pas des jeux auxquels on joue dans le noir. Ça me flanque la frousse, et j'espère bien que je n'aurai pas le rôle de la victime. Si quelqu'un me pose subrepticement la main sur l'épaule en me chuchotant « Vous êtes morte ?» dans le creux de l'oreille, j'en aurai un tel coup au cœur que j'ai bien peur d'y passer pour de bon. Vous croyez que ça risque de m'arriver ? Non, ma bouffie. Je pense que vous vivrez très, très longtemps et deviendrez une adorable petite vieille, à mes côtés. Et que nous mourrons le même jour et serons enterrés ensemble. C'est ça qui serait merveilleux. À cette pensée idyllique, Bunch sourit aux anges. « Vous semblez très heureuse, » s'attendrit son mari. « Qui ne le serait, à ma place ? Je vous ai, et j'ai Suzanne et Edward. Et vous m'aimez tous les trois ? Et ne m'en voulez pas d'être stupide ? Et le soleil brille, et cette grande maison dans laquelle nous vivons est si belle. » Le révérend Julian Harmon promena son regard sur la vaste salle à manger d'un dépouillement monacal et acquiesça à contre-cœur. Pour des tas de gens, vivre dans cette grande bâtisse pleine de courants d'air équivaudrait à la fin de tout. Eh bien, moi, j'aime les pièces immenses. Tous les parfums de la nature peuvent y entrer et s'y épanouir à leur aise, et on peut se permettre d'y laisser traîner ses affaires sans que ce soit le fouillis. Pas de chauffage central, pas d'équipement moderne. Cela vous occasionne un surcroît de travail, ma Bunch. Mais non, Julian, je me lève à 6h30 pour mettre la chaudière en route, je m'agite comme une dératée, et à 8h, tout est fini. Et la maison est bien tenue, n'est-ce pas ? Un coup de cire d'abeille par-ci, un coup de machin à faire briller les cuivres par-là, et de pleines brassées de feuillage d'automne. Une grande maison n'est pas vraiment plus difficile à entretenir qu'une petite. On passe le balai beaucoup plus vite quand on n'est pas sans arrêt en train de se cogner le popotin dans les meubles. Et puis, j'aime dormir dans une pièce froide. C'est si bon de se blottir sous les couvertures avec juste le bout du nez qui dépasse. Et quelle que soit la taille de la maison, on épluche autant de pommes de terre et on ne lave pas davantage d'assiettes. Pensez comme c'est agréable pour Edward et Suzanne d'avoir une grande salle de jeu où ils peuvent installer un train électrique et jouer à la dinette sans jamais avoir à ranger leurs affaires. En plus, les pièces inoccupées sont très pratiques pour loger des amis. Jimmy Sims et Johnny Finch, ils seraient obligés de vivre chez leurs beaux-parents sinon. Et vous savez, Julian, vivre chez ses beaux-parents n'a rien d'enchanteur. Vous adorez maman, mais vous n'auriez pas apprécié de passer notre lune de miel entre papa et elle. Moi non plus, d'ailleurs. J'aurais eu l'impression d'être encore une gamine en bas âge. Mais par bien des côtés, vous êtes encore une gamine en bas âge, ma bouffie, lui dit son mari avec un sourire. Julian Harmon, quant à lui, semblait avoir été conçu par Dame Nature pour avoir 60 ans. Il s'en fallait cependant encore de 25 pour que le modèle fût achevé. Je sais que je suis une gourde. Mais non, ma Bunch. Vous êtes très intelligente, au contraire. Mais pas du tout, je vous assure. Je ne suis pas cérébrale pour dessous. Ce n'est pourtant pas faute de faire des efforts. Et j'adore quand vous me parlez de livres, d'histoires avec un grand H, et tout le fourbi. Encore que ça n'ait peut-être jamais été une très bonne idée de me lire Gibbon le soir à la veillée, parce que quand il fait froid dehors, et si bon au coin du feu, il y a quelque chose chez Gibbon qui vous... comment dire ? Qui vous incite à une bienheureuse somnolence. Julian éclata de rire. N'empêche que j'adore vous écouter, Julian. Racontez-moi encore l'histoire du pasteur qui parlait d'Assuérus. Mais vous la connaissez par cœur, ma bouffie. Racontez-la-moi encore, s'il vous plaît. Son révérend de mari ne se fit pas prier davantage. Il s'agit du vieux Serimgour. Quelqu'un est un beau jour entré dans son église et l'a vu en chair, occupé à faire un sermon passionné à une poignée de vieilles punaises de sacristie. Penché en avant et brandissant un index vengeur, il vociférait. « Ah ah ! Je sais ce que vous pensez. Vous pensez, ignare créature, qu'Assuérus le Grand de la première lecture n'était autre qu'Artaxerxès II. Mais c'est faux, archi faux. » Puis, savourant son triomphe. « C'était Artaxerxès III. »
Julian Harmon n'avait pour sa part jamais trouvé cette histoire particulièrement désopilante, mais elle amusait toujours sa femme, qui éclata d'un rire clair. « Quel adorable petit vieux !» s'exclama-t-elle. « Je parie que vous serez exactement comme lui un jour. »« Je sais, » acquiesça-t-il, un peu gêné. « Je me reproche sincèrement de ne pas toujours savoir aller au plus simple dans mes homélies. »« Ne vous inquiétez pas, » répondit son épouse en se levant pour débarrasser la table et empiler la vaisselle du petit déjeuner sur un plateau. « Hier, Mrs. Butt m'a dit que Butt, qui n'avait jamais mis les pieds dans une église et passait pour l'athée du coin, se précipitait désormais tous les dimanches à la messe, rien que pour vous entendre prêcher. » Elle poursuivit, imitant à merveille l'accent guindé de Mrs. Butt. « Et pas plus tard que l'autre jour, très chère madame, mon Butt disait à Mr. Timkins de Little Worsdale qu'on nous prodiguait de la culture ici à Chipping Cleghorn. Pas comme ce monsieur Gosse à Little Worsdale, qui s'adresse à ses fidèles comme à des gamins à la maternelle. C'est de la culture, a dit mon Butt, de la vraie, à laquelle nous avons droit. Notre pasteur est un homme très cultivé. Il sort d'Oxford, pas de Milchester, et il nous fait profiter de son savoir. Il sait tout sur les Romains, les Grecs, les Babyloniens et même les Assyriens, jusqu'à son chat qui porte le nom d'un roi assyrien. « C'est très flatteur pour vous, » conclut Bunch d'un air triomphant. « Mon Dieu, » enchaîna-t-elle, « il faut que je m'y mette, sinon je n'aurai jamais terminé mon ménage. Allez, viens, t'églatte, Falazar. Je vais te donner ces arêtes de hareng. » Elle maintint adroitement la porte ouverte avec son pied et sortit, ployant sous le poids du plateau chargé de vaisselle, en entonnant à tue-tête, et passablement faux, sa version personnelle d'une vieille chanson de chasseur. « C'est un si beau jour pour tuer, l'air est pur et embaumé, les assassins sont lâchés. » Le fracas des couverts jetés dans l'évier couvrit la suite, mais, en quittant la maison, le révérend Julian Harmon entendit la conclusion prometteuse du dernier couplet. « Hardi, le sang va couler !» 2. Petit déjeuner à Little Paddocks. À Little Paddocks aussi, on prenait le petit déjeuner. Maîtresse de séant, Miss Blacklock trônait au bout de la table. La soixantaine, vêtue d'un tailleur de tweed, elle arborait, détail pour le moins incongru, un collier ras le cou fait de plusieurs rangs de grosses perles fantaisie. Elle était en train de se délecter de l'humour de Lane Norcott dans le Daily Mail. Julia Simons parcourait le télégraphe d'un œil blasé et Patrick Simons vérifiait les solutions des mots croisés du Times. Quant à Miss Dora Bunner, elle s'adonnait, avec une joie sans mélange, à la lecture de l'hebdomadaire local. Miss Blacklock étouffa un petit rire. Patrick marmonna. C'était adhérent et pas adhésif. Voilà où j'avais cafouillé. Et soudain, un piaulement de poule en proie à la panique échappa à Miss Bunner. « Letty, Letty ! Non, mais tu as vu ça ? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? » « Que se passe-t-il, Dora ? Il y a là une annonce extravagante. Il y est nommément question de Little Paddocks. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Si tu me laissais jeter un coup d'œil. » Dora, très chère, Miss Bunner tendit docilement le journal à son amie en lui désignant l'annonce d'un doigt tremblant. « Regarde-moi ça, Letty !» Miss Blacklock obtempéra. Ses sourcils se haussèrent. Son regard inquisiteur balaya les convives. Puis elle lut l'annonce à haute et intelligible voix. « Un meurtre sera commis à Little Paddocks le vendredi 29 octobre à 18h30 très précise. Strictement réservé aux intimes. Cet avis tiendra lieu de faire part. » Elle fixa le beau visage espiègle du jeune homme assis en face d'elle et se fit grinçante. « Encore une de tes brillantes idées, Patrick. »« Jamais de la vie, tante Letty, » s'empressa de nier Patrick Simons.
Comment pouvez-vous me soupçonner de pareille vilainie? Qu'est-ce que je pourrais bien avoir à faire dans cette histoire? Cela ne m'étonnerait pas de toi, le morigéna Miss Blacklock. Ce serait bien ton genre de plaisanterie. Une plaisanterie? Mais je vous garantis bien que non. Et toi, Julia? Bien sûr que non, répondit la jeune femme, qui semblait avoir l'agacement facile. Croyez-vous que Mrs. Ames, murmura Miss Bunner, en regardant la place vide où quelqu'un avait déjeuné un peu plus tôt. Oh, je ne vois pas notre Philippa s'essayer à être drôle, commenta Patrick. Dans le genre bonnet de nuit, on ne fait pas mieux. Au bout du compte, de quoi est-il question? S'enquit Julia en bâillant. Qu'est-ce que ça signifie au juste? J'imagine, articula lentement Miss Blacklock, que ça se veut un canular à mourir de rire, hein. Mais pourquoi un tel canular? S'exclama Dora Bunner. Dans quel but? C'est stupide, et de très mauvais goût. Ses bas joues tremblotaient d'indignation, et ses petits yeux de myope lançaient des éclairs. Miss Blacklock lui sourit. Ne te mets pas dans des états pareils, Bunny. Nous avons affaire à quelqu'un qui croit avoir de l'humour. Cela dit, j'aimerais bien savoir de qui il s'agit. C'est prévu pour aujourd'hui, se lamenta Miss Bunner. À 18h30, que va-t-il se passer, selon toi? Nous allons avoir droit à la mort, clama Patrick d'une voix sépulcrale. À la mort exquise. Tais-toi, Patrick, fulmina Miss Blacklock, tandis que Miss Bunner poussait un couinement plaintif. Je voulais seulement parler de ce gâteau divin que prépare Mitzi, s'excusa Patrick. Vous savez bien qu'on l'a toujours appelé la mort exquise. Miss Blacklock eut un sourire un peu distrait. Miss Bunner n'en revint pas moins à la charge. Mais, Letty, que penses-tu vraiment? Son amie lui coupa la parole avec un entrain qui se voulait communicatif. Ce qui va se passer à 18h30, je le vois déjà d'ici. La moitié du village va débarquer, dévoré de curiosité. Je ferais bien de vérifier s'il reste du sherry dans la maison. Tu es bel et bien inquiète, n'est-ce pas, Lottie? Miss Blacklock sursauta. Assise à son bureau, elle était en train de dessiner distraitement des petits poissons sur son buvard. Elle leva les yeux vers le visage anxieux de sa vieille amie. Elle ne savait trop que dire à Dora Bunner, cette bonne vieille Bunny. Elle n'ignorait pas qu'il fallait lui éviter les tracas. S'abandonnant à ses souvenirs, elle garda quelques instants le silence. Dora et elle avaient fait leurs études ensemble. Dora était alors une jolie blonde aux yeux bleus, un peu stupide. Cette stupidité n'importait d'ailleurs guère, car elle était compensée par un caractère enjoué et une beauté qui en faisait la plus agréable des compagnes. Il aurait fallu, pensa son amie, qu'elle se fasse épouser par quelque brave sous-officier, ou alors par un quelconque tabellion de province. Elle possédait tant de belles qualités, tendresse, dévouement, loyauté. Hélas, la vie n'avait pas souri à Dora Bunner. Force lui avait été de travailler pour gagner sa subsistance. Et, quelque peine qu'elle ait pu se donner, jamais elle n'avait su se montrer à la hauteur de ses entreprises. Les deux amies s'étaient perdues de vue. Et puis, il y avait de cela 6 mois, Miss Blacklock avait reçu une lettre pathétique, bouleversante. La santé de Dora s'était brusquement altérée. Ne bénéficiant que de la retraite des vieux, elle vivotait tant bien que mal dans une soupente. Elle se serait volontiers livrée à des travaux d'aiguille, mais ses doigts étaient perclus de rhumatisme. Elle évoquait le bon vieux temps du pensionnat, la vie qui les avait depuis lors séparés. Et ne se pourrait-il pas, éventuellement, que sa vieille amie soit en mesure de lui venir en aide? Miss Blacklock n'avait écouté que son bon cœur. Pauvre Dora, pauvre ravissante et adorable petite gourde. Elle avait volé au secours de Dora, l'avait arrachée à son taudis, installée à Little Paddocks sous le fallacieux mais gratifiant prétexte que
Les tâches ménagères sont devenues trop lourdes pour moi. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à tenir la maison. Or, s'il allait de soi que la malheureuse n'en avait plus pour longtemps, le médecin s'était montré formel sur ce point, la pauvre vieille Dora se révélait cependant parfois un boulet bien lourd à traîner. Elle embrouillait tout, mettait hors d'elle l'aide ménagère, étrangère, dont le tempérament était déjà suffisamment volcanique, se trompait en comptant le linge, égarait lettres et factures, et allait souvent jusqu'à pousser l'efficace et précise Miss Black Dock aux limites de l'exaspération. Pauvre vieille tête de linotte de Dora, si loyale, si désireuse de se rendre utile, si fière et si ravie à l'idée qu'elle était d'une aide précieuse, mais sur laquelle, hélas, on ne pouvait absolument pas compter. Elle articula, très sèche. « Pas de ça, Dora. Tu sais que je t'ai instamment prié de… »« Oh !» Miss Bunner eut l'air coupable. « Je sais, ça m'a échappé. Mais c'est vrai, tu l'es bel et bien, n'est-ce pas ?»« Inquiète ? Non. » Enfin, fit Miss Blacklock dans un élan de franchise. « Pas vraiment. Tu veux parler de cette annonce stupide dans la Gazette ? » ?»« Oui. Même s'il s'agit d'une plaisanterie, ça me fait l'effet d'une plaisanterie bien malveillante. » « Malveillante ? » ?»« Oui, j'ai l'impression qu'il y a de la malveillance dans cette histoire. Je veux dire, ce n'est pas une plaisanterie anodine. » Miss Blacklock dévisagea son amie. Cet œil humide, cette bouche mince et obstinée, ce nez légèrement retroussé. Pauvre Dora, tellement agaçante, tellement étourdie, tellement dévouée et qui trouvait le moyen d'être un tel problème. Cette adorable idiote un peu maniaque semblait bizarrement posséder un sens inné des valeurs. « Au fond, tu as raison, Dora. Ce n'est pas très gentil. »« Ça ne me plaît pas du tout, » décréta Miss Bunner avec une vigueur inattendue. « Et puis, ça me fait peur. D'ailleurs, ajouta-t-elle brusquement, à toi aussi, ça te fait peur, Laetitia. »« Mais non, » répondit Miss Blacklock avec bonne humeur. « C'est dangereux, j'en suis sûre. C'est comme ces gens qui vous envoient des colis piégés. Ma pauvre chérie, il ne s'agit en l'occurrence que d'un parfait imbécile qui essaie d'être drôle. Mais ce n'est pas drôle du tout. » Non, c'est vrai qu'au fond, ce n'était pas drôle du tout. Et le visage de Miss Blacklock trahit aussitôt ses pensées. « Tu vois, » triompha Dora, « tu es d'accord avec moi. »« Mais Dora, très chère. » Elle se tut. La porte venait de livrer passage à une jeune femme impétueuse dont le sein surabondant palpitait sous un pull tendu à craquer. Elle portait une large jupe froncée de couleur vive, et des tresses de cheveux bruns et gras s'entortillaient tout autour de son crâne. Ses yeux sombres lançaient des éclairs. « Parler à vous, je peux, oui, merci ou non ?» demanda-t-elle tout à trac. « Bien sûr, Mitzi, » soupira Miss Blacklock. « Qu'y a-t-il » Il lui arrivait souvent de se dire qu'il eût mieux valu qu'elle fasse elle-même ménage et cuisine, plutôt que d'avoir à subir les foudres incessantes de son aide ménagère réfugiée. « Tout de suite, je vous le dire. Et c'est d'accord, j'espère. Je rends mes tabliers et je m'en vais. Je m'en vais tout de suite. »« Pourquoi ça ? Quelqu'un vous a encore mise dans tous vos états ? » ?»« Oui, dans tous mes états, je suis. » clama Mitzi, mélodramatique. « Je ne veux pas mourir. Déjà, en Europe, j'échappe mourir. Ma famille, ils sont tous morts. Ils sont tous tués. Ma mère, mon petit frère, ma petite nièce si mignonne. Tous ils sont tués. Mais moi, je me sauve. Je me cache. J'arrive en Angleterre. Je travaille, je fais travail que jamais je ne consentir dans mon pays. Tout cela, je le sais, interrompit Miss Blacklock, cassante. Mitzi ressassait en effet toujours la même rengaine. Mais pourquoi voulez-vous partir maintenant ? Parce qu'ils viennent encore pour me tuer. Qui ça ? Mes ennemis, les nazis ? Ou peut-être cette fois, ce sont les bolcheviks. Ils ont découvert je suis ici.
Ils viennent me tuer. Je l'ai lu, oui, c'est dans le journal. Ah, vous voulez dire dans la gazette? Ici, c'est écrit ici. Mitzi brandit la gazette qu'elle tenait derrière son dos. Vous voyez? Ici, c'est dit un meurtre. À Little Paddocks. Ça, c'est ici, non? Ce soir, à 18h30. Ah, je n'attends pas qu'on vienne m'assassiner. Ça, non. Mais pourquoi cette annonce vous concernerait-elle personnellement? Nous sommes persuadés qu'il s'agit d'une plaisanterie. Une plaisanterie? Assassiner quelqu'un, ce n'est pas une plaisanterie. Non, bien sûr. Mais, ma chère enfant, si des gens voulaient vous assassiner, ils ne passeraient pas une annonce dans le journal, voyons. Vous croyez qu'ils ne le feraient pas? Mitzi semblait quelque peu ébranlée. Elle reprit néanmoins du poil de la bête. Vous, peut-être, croyez qu'ils ont l'intention d'assassiner personne? Peut-être c'est vous qu'ils veulent assassiner, Miss Blacklock. Je me refuse à croire que qui que ce soit puisse avoir la moindre envie de m'assassiner, répondit Miss Blacklock d'un ton léger. Et sincèrement, Mitzi, je ne vois pas pourquoi quelqu'un voudrait vous tuer. Dans quel but? Parce qu'ils sont méchants, très méchants. J'ai dit à vous, ma mère, mon petit frère, ma petite nièce, si mignonne. Bien sûr, bien sûr. Miss Blacklock endigua adroitement le flot de paroles à prévoir. Mais je n'arrive quand même pas à croire qu'on puisse vouloir vous tuer, Mitzi. Il va de soi que si vous voulez nous quitter sans faire vos 8 jours, je n'ai aucun moyen de vous en empêcher. Mais je pense que vous commettriez là une grosse bêtise. Devant le regard sceptique de Mitzi, elle ajouta d'un ton ferme. Pour le déjeuner, vous nous préparerez en ragoût ce morceau de bœuf que le boucher nous a livré. Il a l'air dur comme du bois. Je vous fais un goulash spécial. Si vous préférez appeler ça comme ça, à votre guise, peut-être pourriez-vous par ailleurs utiliser nos vieux rogatons de fromage pour faire des feuilletés. Je pense que plusieurs personnes risquent de venir prendre un verre ce soir. Ce soir? Qu'est-ce que vous voulez dire avec ce soir? À 18h30. Mais c'est l'heure dans le journal. Qui pourrait bien venir? Et pourquoi il viendrait? Parce qu'il est toujours de bon ton de se rendre aux obsèques de ses connaissances, ironisa Miss Blacklock avec une lueur de malice dans le regard. Vous pouvez disposer, Mitzi. J'ai affaire. Et n'oubliez pas de fermer la porte, ajouta-t-elle avec autorité. Voilà qui l'a calmée pour le moment, conclut-elle, quand la porte se fut refermée sur une Mitzi désorientée. Tu es tellement efficace, Letty, s'émerveilla Miss Bunner. Chapitre 3. À 18h30. Cette fois, nous y sommes. Tout est prêt, décréta Miss Blacklock. Elle balaya d'un regard satisfait les 2 pièces qui formaient son salon. Les chintz au motif de rose, les 2 jardinières de chrysanthèmes mordorés, le bouquet de violettes dans son petit vase et le coffret à cigarettes en argent posé sur un guéridon, contre le mur, et, sur la table, au centre de la pièce, le plateau des rafraîchissements. Little Paddocks était une demeure de dimension moyenne, bâtie dans le style victorien première manière. La façade s'ornait d'une longue véranda et de volets verts. Le salon, tout en longueur, que le toit de la véranda privait d'une bonne partie de sa lumière, se terminait, à l'origine, par une porte à double battant donnant sur un boudoir bénéficiant d'une baie vitrée. La génération précédente avait remplacé cette porte par des rideaux de velours. Miss Blacklock s'était débarrassée des rideaux, de sorte que les 2 pièces n'en faisaient désormais plus qu'une. À chaque extrémité se trouvait une cheminée, mais, bien qu'aucun feu n'y brûlât, une douce chaleur régnait dans le salon. « Vous avez fait allumer le chauffage central ?» observa Patrick. Miss Blacklock acquiesça. « Il a fait si humide ces derniers temps que la maison suinte de partout. J'ai demandé à Evans de l'allumer avant de partir. » On brûle donc ce coq auquel vous tenez comme à la prunelle de vos yeux, ironisa Patrick. Comme à la prunelle de mes yeux, c'est vrai. Sans quoi, il aurait fallu s'attaquer à l'anthracite, qui est encore 1000 fois plus précieux.
Tu sais que l'Office des carburants ne nous délivre même pas notre maigre ration hebdomadaire, sauf si nous pouvons jurer que nous ne disposons d'aucun autre moyen de faire la cuisine. J'imagine qu'il fut un temps où il y avait des montagnes de coques et d'anthracite pour tout le monde, demanda Julia, comme on s'enquiert des conditions d'existence de civilisations disparues. Oui, et bon marché, en plus. Et les gens pouvaient en acheter autant qu'ils en voulaient, sans remplir de formulaires et sans qu'il y ait pénurie. Il y en avait à profusion. À profusion et de première qualité, pas un mélange de poussière, de fragments d'ardoise et de cailloux comme de nos jours. Ce devait être une époque merveilleuse, fit Julia avec une pointe de respect dans la voix. Avec le recul, j'ai personnellement tendance à être de cet avis, sourit Miss Blacklock. Mais je suis une vieille dame. Il est naturel que j'aie la nostalgie de mon époque. Seulement vous, les jeunes, vous ne devriez pas dire ça. Je n'aurais pas été obligée de travailler, reprit Julia. J'aurais pu rester à la maison, à faire des bouquets et à écrire des petits mots. Pourquoi passait-on son temps à écrire des petits mots? Et à qui était-il adressé? À tous les gens à qui on passe aujourd'hui son temps à téléphoner, répondit Miss Blacklock avec malice. Je parie d'ailleurs que tu ne sais même pas écrire, Julia. En tout cas, pas dans le style préconisé par cette exquise correspondance pour tous sur laquelle je suis tombée l'autre jour. Divin. On vous y explique même comment refuser dans les formes la demande en mariage d'un veuf. Je ne suis pas sûre que tu aurais aimé rester à la maison autant que tu l'imagines, ajouta Miss Blacklock. Les femmes avaient des devoirs, tu sais. Un rien d'amertume passa dans sa voix. Cela dit, je n'ai pas une grande expérience dans ce domaine. Bunny et moi, fit-elle en souriant affectueusement à son amie, avons été très tôt sur le marché du travail. Oh, ce n'est que trop vrai, approuva Miss Bunner. Ces horribles, horribles enfants. Je ne les oublierai jamais. Bien sûr, Letty était intelligente. C'était une femme d'affaires. Elle a été la secrétaire d'un grand financier. La porte s'ouvrit sur Philippa Ames. C'était une grande femme blonde à l'air placide. Elle contempla la pièce avec surprise. « Bonjour, dit-elle. On donne une réception ? Personne ne m'a prévenu. »« Où donc avions-nous la tête ?» s'exclama Patrick. « Notre bien-aimée Philippa n'est pas au courant. Je parie qu'elle est bien la seule femme de Chipping Cleghorn dans son cas. » Elle le considéra d'un air interrogateur. « Vous avez devant vous le théâtre d'un crime, lança-t-il sur un ton mélodramatique, et à grand renfort d'effets de manche. La jeune femme parut quelque peu perplexe. « Voici les fleurs et les couronnes, poursuivit-il en désignant les jardinières de chrysanthèmes. Quant à ces assiettes d'olives et de feuilletés au fromage, elles nous tiendront lieu de banquet funéraire. » Philippa lança un coup d'œil inquisiteur à Miss Blacklock. « Il s'agit d'une plaisanterie. Je vous pose la question parce que je suis nulle sur le chapitre des plaisanteries. »« Il s'agit d'une plaisanterie de très mauvais goût, » gronda Miss Bunner. « Ça ne me plaît pas du tout. »« Montre-lui la petite annonce, » dit Miss Blacklock. « Moi, il faut absolument que j'aille enfermer les canards. Il commence à faire sombre. Ils doivent déjà être rentrés. »« Je m'en charge, » proposa Philippa. « Certainement pas, ma chère. Vous avez assez travaillé pour aujourd'hui. »« Je me dévoue, tante Letty, » offrit Patrick. « Ah, ça, non, » décréta Miss Blacklock. « La dernière fois, tu n'as pas bien poussé le loquet. »« Je vais le faire, Letty, ma chérie, » couina Miss Bunner. « Je t'assure que ça me fera plaisir. Si, juste le temps d'enfiler mes cailloutchoucs et... Seigneur, où est donc passé mon cardigan ?» Mais Miss Blacklock, sourire aux lèvres, avait déjà quitté la pièce. « Laissez tomber, Bunny, » conseilla Patrick. « Tante Letty est d'une telle efficacité qu'elle ne supporte pas que les autres fassent les choses à sa place. Elle préfère 100 fois se charger de tout elle-même. »« Elle adore ça, » confirma Julia. « Je ne t'ai pas vu insister pour l'aider, » commenta son frère. Elle eut un sourire paresseux. « Tu viens de dire qu'elle préférait tout faire elle-même. Qui plus est, enchaîna-t-elle en tendant une jambe au galbe parfait. J'ai mis mes plus beaux bas. »« La mort en bas de soie, » clama Patrick. « Ce n'est pas de la soie, idiot, c'est du nylon. » Ça ne fait pas un aussi bon titre. « Quelqu'un pourrait-il m'expliquer, » demanda Philippa d'une voix plaintive,
Pourquoi il n'est question ici que de mort ?» Tout le monde essaya de le lui expliquer en même temps. Personne ne put mettre la main sur la gazette, car Mitzi l'avait emportée à la cuisine. Miss Blacklock revint quelques minutes plus tard. « Et voilà, encore une bonne chose de faite. » Elle regarda la pendule. « 18h20. Nous ne devrions pas tarder à voir arriver quelqu'un, à moins que je ne me trompe complètement sur le compte de mes voisins. » « Je ne vois pas pourquoi qui que ce soit viendrait, » s'étonna Philippa, toujours aussi déconcertée. « Vraiment, ma chère ? Au fond, de votre part, ça ne m'étonne pas. Mais la plupart des gens sont nettement plus curieux que vous. » « Ce qui caractérise Philippa, c'est que tout lui est égal, » diagnostiqua un peu méchamment Julia. Philippa ne releva pas. Miss Blacklock promena son regard dans la pièce. Mitzi avait disposé le sherry et 3 plats contenant des olives, des feuilletés au fromage et des petits fours sur la table, au milieu du salon. « Pourrais-tu déplacer ce plateau, ou alors la table, si tu préfères, et aller porter l'ensemble là-bas, au bout, près de la baie vitrée. Patrick, je te prie. Après tout, je n'organise pas de réception, je n'ai invité personne, moi, et je ne voudrais surtout pas qu'il saute aux yeux de ces gens que j'attendais de la visite. » « En fait, tante Letty, vous souhaitez dissimuler vos brillants talents de pythonisse ? » ?»« Comme c'est joliment dit, Patrick. Merci, mon garçon. » « De cette façon, nous pourrions offrir un charmant tableau vivant, » proposa Julia, « celui d'une paisible soirée en famille, et gratifier de mimiques ahuries le premier qui débarque. » Miss Blacklock s'était emparée de la bouteille de sherry et l'examinait, indécise. Son neveu voulut la rassurer. « Il en reste une bonne demi-bouteille, ça devrait suffire. »« Oh oui, oui, bien sûr. » Elle parut hésiter, puis rougit un peu. « Patrick, est-ce que ça ne t'ennuierait pas ? Il y en a une neuve dans le placard de l'office. Apporte-la avec un tire-bouchon. Nous, après tout, autant avoir une bouteille pleine. Celle-ci est entamée depuis un certain temps. » Patrick s'exécuta sans mot dire. Il revint avec la bouteille neuve qu'il déboucha. Tout en la posant sur le plateau, il observa Miss Blacklock à la dérobée. « Vous prenez cette histoire au sérieux, n'est-ce pas, tantine ?» demanda-t-il avec douceur. « Voyons, Letty, » s'émut Dora Bunner, « tu n'imagines tout de même pas… »« Chut !» fit Miss Blacklock. « On sonne à la porte. Vous voyez que Patrice avait raison en évoquant mes dons de pythonisse. » Mitzi ouvrit la porte du salon et introduisit le colonel et Mrs. Easterbrook. Elle avait une façon bien à elle d'annoncer les visiteurs. « C'est le colonel et Mrs. Easterbrook qui viennent vous voir, » énonça-t-elle avec désinvolture. Le colonel dissimula sa gêne derrière un débordement de jovialité. « J'espère que vous ne nous en voulez pas de débouler à l'improviste. Nous passions dans le secteur et… » Julia faillit pouffer. « Enfin, reprit-il bravement, c'est une belle soirée, n'est-ce pas ? Je vois que vous avez allumé le chauffage central. Nous n'en avons pas encore fait autant. »« Vos chrysanthèmes sont magnifiques !» s'extasia Mrs. Easterbrook. « De véritables merveilles !»« En fait, ils sont plutôt rabougris, » rectifia Julia. Mrs. Easterbrook salua Philippa Ames en forçant un peu sur le lyrisme pour bien montrer qu'elle savait pertinemment que Philippa n'était pas née ouvrière agricole. « Et que devient le jardin de Mrs. Leucas ? » demanda-t-elle. « Vous croyez qu'il finira par ressembler à quelque chose ? Il a été complètement laissé à l'abandon pendant toute la guerre, et depuis, il n'y a plus eu que cet horrible vieux H qui s'est contenté de balayer quelques feuilles mortes et de planter 3 choux. »« Ma cure de jouvence lui fait du bien, » répondit Philippa, « mais il va lui falloir encore du temps pour retrouver la santé. » Mitzi ouvrit la porte et annonça. « Voilà les dames des Boulders. »« Soir !» tonitruya Miss Inchleaf, entrant au pas de charge et écrasant la main de Miss Blacklock dans les siennes. « J'ai dit à Murgatroyd, et si on faisait un saut à Little Paddocks ? Je voulais vous demander comment pondent vos cannes. Les journées raccourcissent de plus en plus, vous ne trouvez pas ? Confia précipitamment Miss Murgatroyd à Patrick. « Quel magnifique chrysanthème !»
Dans le genre rabougri, d'accord, grinça Julia. Ça te ferait mal de te montrer coopérative, lui reprocha son frère en aparté. Vous avez allumé le chauffage central, constata Miss Hinchcliffe d'un ton désapprobateur. Diablement tôt dans la saison. La maison est toujours tellement humide à l'automne, plaida Miss Blacklock. Patrick interrogea d'un haussement de sourcils. Le chérit tout de suite, et Miss Blacklock lui répondit sur le même mode, pas encore. Elle se tourna vers le colonel Easterbrook. Vous faites venir des bulbes de Hollande cette année? La porte s'ouvrit une fois de plus, et Mrs. Swettenham entra d'un air coupable, escortée d'un Edmund maussade et mal à l'aise. « C'est nous !» pépia gaiement Mrs. Swettenham, tout en regardant autour d'elle sans songer à dissimuler sa curiosité. Puis, soudain gênée, elle continua, 3 tons en dessous. « Je me suis dit que j'allais passer en coup de vent pour vous demander si, par hasard, vous ne voudriez pas d'un chaton, Miss Blacklock. Notre chat est… » Sur le point de mettre bas des œuvres d'un matou aussi roux que paillard, précisa Edmund. Je crains que le résultat ne soit atroce. En tout cas, je vous aurais prévenu. Elle n'a pas son égal pour chasser les souris, enchaîna précipitamment sa mère. Magnifique, ces chrysanthèmes. Vous avez allumé le chauffage central, non? Demanda Edmund en veine d'originalité. Il ne pourrait pas changer de disque, maugréa Julia. Le colonel Easterbrook tenta une opération de commando sur Patrick. Les nouvelles ne me disent rien qui vaille, mon garçon. Vraiment rien qui vaille. Si vous voulez mon avis, la guerre est inévitable. Absolument inévitable. Je ne fais jamais attention aux nouvelles, répondit Patrick en se dégageant prestement. La porte s'ouvrit pour la 4e fois et Mrs. Harmon fit son entrée. Elle avait, dans un subit sursaut d'élégance, repoussé son feutre cabossé sur sa nuque et remplacé son sempiternel pullover par un corsage à volants quelque peu défraîchi. « Comment allez-vous, Miss Blacklock » s'exclama-t-elle, ses bonnes joues illuminées par un sourire radieux. « Je ne suis pas en retard, au moins. Le meurtre commence quand ?» On entendit une série de hoquets de surprise. Julia émit un gloussement approbateur, Patrick se mordit pour ne pas pouffer, et Miss Blacklock adressa un sourire à la nouvelle venue. « Juliane ne se consolera jamais de ne pas avoir pu venir, » enchaîna Mrs. Harmon. « Il raffole des meurtres. Et c'est d'ailleurs pour ça que son sermon de dimanche dernier était tellement réussi. Je ne devrais sans doute pas dire que c'était un sermon formidable, puisque c'est mon mari, mais il était vraiment excellent. Vous ne trouvez pas? 100 fois meilleur que ses sermons habituels. Et comme je vous le disais, c'est uniquement grâce à la mort frappe à Tire-Larigot. Vous l'avez lu? La vendeuse de chez Boots me l'avait mise de côté. C'est tout bonnement époustouflant. On est sans cesse persuadé de savoir qui a fait le coup. Et puis, patatras, retournement de situation. En plus, on est divinement gâté en fait de meurtre. 4 ou 5 au bas mot. Eh bien, figurez-vous que je l'avais laissé traîner dans le bureau quand Juliane s'y est enfermée pour préparer son sermon. Il l'a ouvert et n'a pas pu le lâcher avant d'arriver au bout. Résultat, il a fallu qu'il écrive son sermon à la va-vite, en se contentant de coucher sur le papier ce qu'il avait envie de dire, sans employer un style ampoulé et des tas de références culturelles. Et, naturellement, le résultat était bien meilleur. Seigneur, je parle, mais dites-moi, il a lieu quand, ce meurtre? Miss Blacklock regarda la pendule posée sur la cheminée. Si un meurtre doit être commis, cela ne devrait pas tarder, dit-elle gaiement. Il est 18h29. En attendant, vous prendrez bien un verre de sherry. Patrick passa sous l'arcade et se dirigea avec empressement vers la baie vitrée. Miss Blacklock s'approcha de la table proche de l'arcade sur laquelle était posé le coffret à cigarettes. « Volontiers, répondit Mrs. Harmon. Mais qu'entendez-vous au juste par « si un meurtre doit être commis » ? Eh bien, je n'en sais pas plus que vous, dit Miss Blacklock. Je ne sais pas ce que… Elle se tut et tourna la tête au moment où la petite pendule, sur la cheminée, se mettait à sonner de son agréable tintement cristallin. Il y eut un silence, durant lequel nul n'osa bouger. Tout le monde avait les yeux fixés sur le cadran.
Elle sonna le quart, puis la demi. Au dernier coup, toutes les lumières s'éteignirent. Dans la pénombre, on entendit des cris de ravissement bien féminins. « Ça commence !» s'exclama Mrs. Harmon, ravie. « Oh, ça ne me plaît pas du tout !» gémit Dora Bunner. « Mon Dieu, que c'est effrayant ! J'en ai la chair de poule. »« Archie, où es-tu ?»« Qu'est-ce que je dois faire ?»« Oh, pardon, je vous ai marché sur le pied. Je suis désolée. » Soudain, la porte s'ouvrit avec fracas. Le faisceau lumineux d'une lampe torche balaya rapidement la pièce. « Les mains en l'air !» ordonna une voix d'homme rauque et nasillarde qui rappela à tous d'agréables après-midi passés au cinéma. « Les mains en l'air, j'ai dit !» aboya-t-elle de nouveau. Enchantée, l'assistance s'exécuta sans se faire prier. « Fantastique, non ?» murmura une voix féminine. « C'est d'un excitant !» Et soudain, alors qu'on s'attendait à tout sauf à ça, un coup de revolver retentit. Puis un second. L'impact des 2 balles dissipa l'atmosphère bon enfant qui régnait jusque-là. Brusquement, il ne s'agissait plus d'un jeu. Quelqu'un poussa un hurlement. La silhouette qui se dressait dans l'encadrement de la porte pivota sur elle-même. Elle sembla hésiter. Un 3e coup de feu déchira l'air. La silhouette se recroquevilla et s'écroula sur le sol. La lampe torche tomba et s'éteignit. La pièce fut de nouveau plongée dans l'obscurité. Tout doucement, avec un grincement de protestation très victorien, la porte du salon, comme toujours lorsque personne ne la retenait ouverte, se referma, et l'on entendit le loquet se rabattre. Ce fut alors un véritable tohu-bohu dans le salon. Tout le monde parlait en même temps. « Lumière ! Vous ne trouvez pas l'interrupteur ? Quelqu'un aurait-il un briquet ? Oh, ça ne me plaît pas du tout ! Mais c'était de vrais coups de feu !» Il avait un vrai revolver. Est-ce que c'était un cambrioleur ? Oh, Archie, je veux m'en aller. Je vous en prie, quelqu'un a-t-il un briquet ? Soudain, 2 briquets s'allumèrent presque simultanément, faisant apparaître 2 petites flammes. Tous se dévisagèrent, ahuris. Près de l'arcade, Miss Blacklock était appuyée contre le mur, la main plaquée contre le visage. Dans la lumière diffuse, on distinguait un liquide sombre qui lui coulait sur les doigts. Retrouvant son autorité, le colonel Easterbrook s'éclaircit la gorge. « Essayez les interrupteurs, Swettenham !» ordonna-t-il. Debout près de la porte, Edmund obéit, sans résultat. « Il s'agit d'une panne de secteur, ou alors ce sont les plombs, » diagnostiqua le colonel. « Qui fait tout ce raffut ?» Quelque part, derrière la porte close, une femme criait sans discontinuer. Ses hurlements devenaient de plus en plus stridents, accompagnés du bruit de poings martelant une porte. Dora Bunner, qui sanglotait doucement, s'écria soudain. « C'est Mitzi ! Quelqu'un est en train d'assassiner Mitzi !»« Ce serait trop beau, » marmonna Patrick. « Il nous faut des bougies, Patrick. Veux-tu y aller, je te prie ?» demanda Miss Blacklock. Déjà, le colonel ouvrait la porte. À la flamme vacillante de leur briquet, Edmund et lui s'engagèrent dans le vestibule. Ils faillirent trébucher sur un corps qui gisait à leurs pieds. « On dirait qu'il a son compte, » dit le colonel. « Où est cette femme qui fait ce vacarme infernal ?»« Dans la salle à manger, » répondit Edmund. La porte de la salle à manger était juste en face. Quelqu'un tambourinait sur les battants à grands coups de poing en hurlant. « Elle est enfermée, » dit Edmund en se penchant. Il tourna la clé et Mitzi jaillit comme un diable de sa boîte. La lampe de la salle à manger était toujours allumée. Projetée en ombre chinoise, Mitzi offrait le spectacle d'une terreur hystérique et s'égosillait toujours. La scène offrait un côté comique, car la malheureuse, occupée à polir l'argenterie au moment du drame, cramponnait encore une peau de chamois et un grand couteau à poisson. « Calmez-vous, Mitzi, » dit Miss Blacklock. « Arrêtez, » dit Edmund. Comme Mitzi ne semblait tenir aucun compte de ses injonctions, il s'approcha d'elle et la gifla violemment. Mitzi se tut, suffoquée. « Que quelqu'un aille chercher des bougies, » dit Miss Blacklock. « Dans le placard de la cuisine. Patrick, tu sais où se trouvent les plombs ?
Dans le passage, derrière l'office. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Miss Blacklock se trouvait à présent en pleine lumière. Dora Bunner s'arrêta de sangloter et émit un petit cri en la voyant. Mitzi poussa de nouveau un hurlement strident. « Ce sang! Ce sang !» hurla-t-elle. « Vous êtes blessée, Miss Blacklock. Vous vous videz de votre sang. » « Ne soyez pas stupide, » répliqua Miss Blacklock d'un ton sec. « Ce n'est qu'une égratignure. La balle n'a fait que m'érafler l'oreille. »« Mais, tante Letty, c'est vrai que vous saignez beaucoup, » s'étrangla Julia. En effet, le chemisier blanc, les perles et les mains de Miss Blacklock étaient tout ensanglantés. « Les oreilles saignent toujours énormément, » décréta Miss Blacklock. « Je me souviens de m'être évanouie chez le coiffeur quand j'étais petite. Il m'avait juste égratigné l'oreille. J'ai eu l'impression que la cuvette se remplissait de mon sang. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on trouve de la lumière. »« Je cherche les bougies, » dit Mitzi. Julia l'accompagna, et elles revinrent avec plusieurs chandelles collées dans des soucoupes. « Voyons un peu notre agresseur, » dit le colonel. « Tenez les bougies plus bas, voulez-vous, Swettenham ? Donnez-moi le plus de lumière possible. »« Je vais me mettre de l'autre côté, » dit Philippa. Elle saisit 2 soucoupes d'une main ferme. Le colonel Easterbrook s'agenouilla. Le corps étendu par terre était drapé dans une sorte de houppeland noir à capuche. Son visage était dissimulé sous un masque noir, et il portait des gants de coton noir. Rejeté en arrière, la capuche découvrait des cheveux blonds ébouriffés. Le colonel Easterbrook retourna le corps, tâta le pouls, puis le cœur, et retira sa main avec une exclamation de dégoût en regardant ses doigts. Ils étaient rouges et gluants. « Il s'est tiré dessus, » déclara-t-il. « Il est grièvement blessé ?» demanda Miss Blacklock. « J'ai l'impression qu'il est mort. Il s'est peut-être suicidé, à moins qu'il ne se soit pris les pieds dans cette espèce de cape et que le coup soit parti tout seul quand il est tombé. Si j'y vois plus clair... » À cet instant précis, et comme par magie, la lumière revint. Avec une vague sensation d'irréalité, les habitants de Chipping Cleghorn, qui se trouvaient réunis dans le vestibule de Little Paddocks, prirent conscience qu'ils venaient d'assister à une mort violente. La main du colonel était tachée de rouge. Le sang coulait toujours dans le cou de Miss Blacklock et s'en venait tacher son chemisier et sa veste. Et le cadavre de l'intrus gisait à leurs pieds dans une posture grotesque. « Ce n'était qu'un fusible, » commença Patrick en émergeant de la salle à manger. Il s'interrompit. Le colonel Easterbrook tira sur le masque noir. « Nous ne ferions pas mal de voir qui est ce type, bien qu'il y ait peu de chances qu'aucun de nous le connaisse. » Il détacha le masque. Chacun tendit le cou pour mieux voir. Mitzi haletait bruyamment, mais les autres étaient silencieux. « Il est plutôt jeune, » dit Mrs. Harmon avec une pointe de pitié dans la voix. « Letty, Letty !» s'écria soudain Dora Bunner, tout excitée. « C'est ce jeune homme de l'hôtel Spa, à Maidenham Wells. Celui qui est venu te demander de l'argent pour retourner en Suisse, et tu as refusé. Je suppose que ce n'était qu'un prétexte, pour repérer les lieux. Oh mon Dieu, il aurait pu te tuer !» Maîtresse de la situation, Miss Blacklock adopta un ton ferme. « Philippa, conduisez Bunny dans la salle à manger et faites-lui boire un demi-verre de brandy. Julia, ma chérie, cours vite à la salle de bain et rapporte-moi du sparadrap. Tu en trouveras dans l'armoire à pharmacie. Je vais tout salir si je continue à saigner comme un porc. Patrick, veux-tu appeler immédiatement la police, s'il te plaît ?» Fin de cette première partie. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous avez apprécié, merci de liker, laisser un commentaire et partager. À bientôt.